Et je suis sûre que Michel va nous parler d'autres contextes, celui de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, où là, les questions se posent de façon encore beaucoup plus critique. Je ne présente pas Michel, tout le monde le connaît. Inutile de vous dire que Michel, au départ, chercheur, immunologiste, n'est-ce pas Michel, a orienté sa carrière vers d'autres cieux. Et que maintenant il est représentant de l'ONU pour les questions justement de VIH-Sida en Europe de l'Est et en Asie centrale. Michel. Merci beaucoup Françoise. Et bonjour à tout le monde. Merci à François Ier, François II et Gabriel. J'ai participé à tout un certain nombre de réunions à Genève qui ont précédé ce slogan, la naissance de ce slogan. Et je dois dire que ces réunions se terminaient toujours par un certain consensus autour de « End the AIDS Epidemic » ou « End the AIDS Epidemics ». Et puis, quelque part, ça a été raccourci, et ce qui rend notre travail plus difficile. Mais moi, je reste sur la première ligne, et je crois, François Ier, je crois que les indicateurs d'incidence et les indicateurs de mortalité sont la bonne voie pour nous pour mesurer le progrès et se fixer des objectifs. Et je pars de cela dans mon propos ce matin. Alors tout d'abord, j'aimerais présenter cette diapositive avec deux leçons. La première, c'est que si vous regardez l'ensemble des régions du monde qui ne sont pas l'Europe de l'Est, l'incidence dans les 5 dernières années, en gros, n'a pas bougé. Et c'est quelque chose qui doit revenir dans notre discussion plus tard. L'incidence ne baisse pas ou baisse à peine et reste stable. Et la deuxième donnée, c'est celle qui est dans le panel de droite, représentée par la courbe verte, c'est l'inquiétante progression et l'inquiétante croissance de l'épidémie en Europe de l'Est et en Asie centrale. Alors, qu'est-ce que l'Europe de l'Est et l'Asie centrale? C'est 12 pays dans la définition de l'ONU-SIDA et de l'OMS. 80% de l'épidémie dans cette région, c'est la Fédération de Russie, un seul pays. L'autre grand pays en termes de nombre de chiffres absolus, c'est bien sûr l'Ukraine. Quant aux autres pays de la région, en chiffres absolus, les données y sont évidemment beaucoup plus réduites. Ce sont des nombres plus faibles de patients, mais les pourcentages de croissance épidémique annuelle sont quelque part entre 3 et 10%. En Fédération de Russie, le taux de croissance actuel est 10% ou plus par an, 60% de croissance de l'épidémie dans les 5 dernières années, l'épidémie mesurée par le nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Il ne s'agit pas vraiment de mesures d'incidence, il s'agit donc des nouveaux cas diagnostiqués et rapportés. Alors, il y a de nombreuses raisons à cette croissance épidémique. L'une d'entre elles, c'est qu'il s'agit d'une épidémie beaucoup plus tardive que les épidémies que nous avons connues en Europe occidentale, aux États-Unis et en Afrique, a fortiori. Il s'agit d'une épidémie qui a commencé dans les années 95, qui est donc une épidémie qui est peut-être pas encore quelque part dans une phase de plateau épidémique spontané, je mets cela entre guillemets, une épidémie qui s'est nourrie de l'usage de drogues injectables dans une société désemparée, en catastrophe économique au moment du démantèlement du système soviétique et de l'anarchie économique et sociale qui a suivi. Mais cette croissance, c'est avant tout du fait de facteurs structurels et contextuels. Et là, on est tout à fait dans ce qu'on a entendu de François et Gabriel. C'est une épidémie dont le mode de transmission demeure encore largement l'injection de drogue. C'est une transmission qui maintenant devient hétérosexuelle pour la plupart des cas en pourcentage. Et vraisemblablement en fait transmission hétérosexuelle entre des personnes appartenant à des groupes à risque
et leurs partenaires sexuels. On a très peu de données sur les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes ou avec les travailleuses du sexe ou d'autres populations vulnérables, puisque ces populations sont sous régime pénal et criminalisées dans la plupart de ces pays, donc pas de statistiques. Le nombre des co-infections augmente de façon spectaculaire. J'aimerais souligner ici le poids de la tuberculose aussi dans cette région. Cette région représente 4% du poids mondial de la tuberculose, du fardeau mondial, mais 22% du fardeau mondial de la tuberculose multirésistante. Et donc, on est, en ce qui concerne la MDR-TB, dans un tableau tout à fait semblable à ce qu'on voit pour le VIH. Malgré quelques avancées, l'accès au traitement reste très faible, en gros 25% de couverture avec les antirétroviraux. La prévention est extrêmement modeste. Les campagnes de prévention s'adressent à la population générale, à la population jeune, ne sont absolument pas ciblées et l'accès à la réduction des risques pour les usagers de drogue est limité ou, comme vous savez, inexistante. Cette épidémie s'est largement développée en Fédération de Russie parmi les personnes injectant des drogues. Et en Fédération de Russie, comme vous le savez, il n'y a pratiquement pas d'échange de seringues. Et quant au programme de traitement substitutif par la méthadone ou la buprenorphine, ils sont illégaux. C'est une région où les systèmes de santé n'étaient absolument pas préparés à faire face à ce type d'épidémie. Ils sont extrêmement verticaux, extrêmement centrés sur l'institution, provider-centered, comme on dit à Genève. Ce sont des pays et une région où les niveaux de stigmatisation et de discrimination sont particulièrement élevés. Il y a une sorte d'incompréhension sociale à cette épidémie. Et il y a de très nombreux obstacles structurels, législatifs. Vous connaissez tous, vous avez entendu parler des lois homophobes. J'ai parlé de l'illégalité de la méthadone, des obstacles culturels considérables, l'influence maintenant de l'Église orthodoxe, et une absence totale d'implication politique dans la plupart des pays. Enfin, une très faible coopération du secteur public avec la société civile et les communautés. Et depuis que le Fonds mondial, malheureusement, se retire de la plupart de ces pays, il n'y a pratiquement plus de financement pour la société civile et les communautés. Et en général, les budgets sont très en dessous de ce qu'ils devraient être, ce qui se traduit d'ailleurs par cette très faible couverture en antirétroviraux. Donc la plupart des facteurs qui étaient dans l'une de vos diapositives se retrouvent ici comme des facteurs structurels. Ça, c'est la cascade en Russie. Donc dans une conférence francophone, vous aurez eu une slide en anglais, une en russe, mais vous pouvez la lire. Donc, finalement, si vous me posez la question, est-il envisageable d'en finir avec, alors j'utiliserai les mots suivants, d'en finir avec l'état épidémique d'ici 2030 en Europe de l'Est et en Asie centrale, clairement, sur la base de ce que je viens de montrer, la réponse est non. Mais j'aimerais néanmoins souligner que, comme toutes les régions du monde, et peut-être quand tu parleras du continent africain, il faut aussi penser que cette région est hétérogène. L'étendue du problème n'est pas la même d'un pays à l'autre. L'implication politique est un peu différente d'un pays à l'autre. Et je vois maintenant des pays où les politiques s'engagent. La place de la société civile n'est pas la même. En Ukraine, il y a une société civile extrêmement vivante, absolument remarquable. L'état de l'opinion commence à changer dans certains pays. Des réformes de santé interviennent, singulièrement dans les pays qui ont passé des accords d'association avec l'Union européenne. Et donc, finalement, je nuance mon non en disant que je crois tout à fait possible une diminution majeure de l'incidence d'ici 2030. Et je me mouille ici en Biélorussie, en Géorgie, au Kazakhstan, en Moldavie et en Ukraine. Et donc, pour finir, de façon plus générale, et maintenant je mets mon propos à l'échelle mondiale en quelque sorte, je voudrais dire que, et je simplifie ici parce qu'on est dans un débat, pour moi le débat n'est pas tellement à propos des outils, les a-t-on, ne les a-t-on pas, il n'est pas technique, il est avant tout dans la question du financement et dans la question de la mise en œuvre ou pas de la prévention en plus du traitement.
peut-être avez-vous vu dès cette semaine dans le Lancet HIV un article de Shelley qui dit que si même on atteignait les 26 milliards de dollars de financement, leur modèle dit qu'on ne diminuerait l'incidence du VIH que de 33% d'ici 2030 et non pas de 90%, qui est en gros la cible de la fin du sida. Et puis hier, dans une autre session ici, dans ce même amphithéâtre, je disais qu'une Lancet Commission qui donnera son rapport au moment de la conférence d'Amsterdam, nous disons que si les ressources ne sont pas à 26 milliards, mais sont et restent ce qu'elles sont aujourd'hui, à ce moment-là, la résurgence épidémique est inévitable. On n'en est pas à diminuer, on en est à la résurgence épidémique. Donc, dans ce contexte, difficile de penser à la fin de l'état épidémique mesuré par l'incidence. Cependant, Paris 2003, Françoise, tu te souviens, notre tête après l'intervention de M. Montagnier et de M. Gallo disant qu'il serait impossible de traiter les gens à large échelle. Souvenez-vous des réactions de perplexité devant le 3x5. Et quelque part, j'ai envie de dire que je ne peux pas me mettre du côté qui n'est pas celui de l'espoir, voire de l'utopie. Et que c'est là que nous sommes, la communauté du sida. Donc, j'ai envie de dire, cherchons à nous rapprocher des cibles 90, 90, 90. Quand je vais dans les pays, je vois que c'est un moteur mobilisateur pour les pays et pour les programmes, mais ce n'est pas les 3,90 qui nous amèneront à la baisse de l'incidence. Ça, je ne peux pas y croire, et les modèles ne le montrent pas. C'est les 90, 90, 90, plus la mise à l'échelle de la prévention, parce que si on continue à remplir le réservoir en même temps que l'on met les gens au traitement, on n'y arrivera pas, et les ressources. Et les ressources financières, je ne m'étends pas, elles sont très, très en dessous, à 10 à 15 milliards de dollars en dessous de ce qu'elles devraient être. Mais si on s'approche de 90-90, si on met en œuvre la prévention à l'échelle, si on accroît les ressources financières, alors la fin de l'état épidémique, why not? Et à mon avis, dans un grand nombre de pays, d'ici 2030, je suis prêt à prendre le pari. François, maintenant tu vas nous mettre un petit peu en perspective par rapport à d'autres continents, en particulier je pense le continent africain avec sa diversité également. Alors oui.